Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour madame, Mon nom est Diane Douaille. Je suis cadre militante du PDCI-RDA. je suis journaliste Serge Amani. Merci de nous recevoir chez vous. On est arrivé chez vous. Votre présentation sera faite par une cadre militante du PDCI-RDA qui est au Canada, du nom d'Alexandrine Kouakou. Chers auditeurs, auditrices, bonjour. Nous sommes à notre émission, mon podcast, mon empreinte PDCI. Notre invité principal se nomme Alphonse Guégué Madi surnommé Zimé. Originaire du pays BT, vous êtes né le 1er janvier 1945 à Gazillo, sous-préfecture de Saïwa, dans la région du Haut-Sassandra. Vous avez vécu dans la politique. Vous êtes un politicien chevronné, mais il faut retenir que vous avez fait des études de médecine. Vous soutenez en 1976 une thèse de doctorat intitulée L'arrêt homéoplaxie et ses différentes modalités dans le traitement des glandes fistules urogénitales à l'université d'Abidjan, université Félix Houphouët-Boigny. Vous êtes spécialisé en chirurgie obstétricale. Votre engagement associatif et étudiant en tant que militant actif a commencé très tôt vers la fin des années 1960. En 1965, président de la sous-section de l'UNESI au Collège catholique de Daloa. En 1966, secrétaire général adjoint du Bureau national de l'UDC. En 1967, secrétaire général du Bureau national de l'UDC. En 1967, membre fondateur du mouvement des élèves et étudiants de l'OCAM-MEOCAM. En 1969, membre fondateur du mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, MEISI. En 1973 à 1975, président national du MEISI, vous faites office de pionnier des mouvements et étudiants de Côte d'Ivoire. Au niveau politique et responsabilité, vous détenez l'un des palmarès les plus riches de l'histoire politique de Côte d'Ivoire. 6 ans sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne, vous fûtes ministre de la Santé publique et de la Population de novembre 1983 à octobre 1989. Vous faites partie des grandes figures de l'histoire du Parlement ivoirien. Député d'Issia de 1980 à 1985, de Saïwa de 1985 à 1995, vous êtes actuellement député de Nayo Saïwa à l'Assemblée nationale. Vous avez toute une vie au sein du PDCI-RDA. Votre vie se confond avec l'histoire du PDCI-RDA. Dès 1980, membre des instances nationales du PDCI, comité exécutif, comité central, bureau politique, de 2002 à 2013, secrétaire général du PDCI-RDA, devenant un personnage clé lors du passage du parti au pouvoir vers l'opposition après 2000. Pendant 11 ans, vous avez été le directeur de campagne du président Henri Konan Bédié lors de l'élection présidentielle. Coup d'État, le PDCI-RDA est décapité et les militants sont gagnés par la peur. C'est vous qui avez pris votre courage à deux mains pour faire le tour de vos aînés tels Charles Konabadi, Camille Ali Ali, pour la mise en place de ce que l'on a appelé le comité de crise. Ce comité qui a appelé les militants à la résistance et à défendre l'intégrité du PDCI-RDA, candidat en 2023 sous la double bannière PDCI-PPACI, il échoue face au RHDP 39,9% contre 59,5%. Vous avez aussi eu des positions et une influence certaine au sein du parti.
critique interne au PDCI, vous déclariez en 2013 que feu Henri Konan Bédié ne peut se présenter à une autre élection présidentielle. En 2024, vous appelez le PDCI à préparer activement son retour au pouvoir. En résumé, on dit de vous que vous êtes l'un des fidèles à Houphouët-Boigny, homme de dialogue. Vous êtes un politicien expérimenté, stratège et campagne. Monsieur le ministre Alphonse Guégué m'a dit bonsoir, je suis Alexandrine Kwasi, votre modératrice. Ma première question, monsieur le ministre, est la suivante. Qui était vraiment le président Félix Houphouët-Boigny? Était-il un agent de la France-Afrique? Merci de me poser une question aussi délicate, parce que qu'est-ce que les gens entendent par être de la France-Afrique? Est-ce le fait d'être en harmonie avec la France dans la mise en œuvre d'une politique, ou est-ce un terme d'asservissement? Ce que je sais, c'est que Houphouët-Boigny était une personne libre qui avait ses convictions, qui a décidé de donner à la Côte d'Ivoire toute sa dignité et de la conduire à, à bon port. Et je crois qu'en aucun cas, il ne s'est plié à, à l'injonction euh, de tel ou de tel colonisateur en oubliant les intérêts de la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny et la Côte d'Ivoire, ça fait un. Je vois. Merci. Juste une toute petite question pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Donc, d'après ce que vous avez dit, Houphouët-Boigny, c'est la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous pouvez dégager la nuance entre sa vision peut-être nationale et la vision internationale qu'il avait entre le mythe et la réalité, puisqu'il y a tellement de choses qui se disent ou tellement de choses que certains Ivoiriens ont retenues de Houphouët-Boigny et peut-être qui n'étaient pas vraiment ce qu'il fallait retenir? Pour répondre à une telle question où il y a à boire et à manger, c'est de savoir qu'on soulève un point précis pour dire sur tel problème, quelle était la position de Houphouët-Boigny, quelle était la conception de Houphouët-Boigny. Nous qui avons eu la chance de l'approcher de plus près, depuis étudiant jusqu'à son décès, le peu qu'on a pu retenir, on tâchera donc de le transmettre à la postérité. Mais ce que je sais, c'est que Houphouët-Boigny, c'était une dignité fait homme. Merci. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite avec des exemples précis de ce qui vous fait affirmer cela? Voyez-vous, des exemples de la volonté de Houphouët-Boigny de respecter la dignité et la respectabilité de la Côte d'Ivoire sont multiples. Houphouët-Boigny n'a jamais accepté un asservissement de la Côte d'Ivoire. Il a été, au temps colonial, un cadre ivoirien luttant contre la colonisation, mais ayant une vision claire des démarches qu'il faut faire, des actes qu'il faut poser, du fait qu'il ne faut pas confondre se taper simplement la poitrine et l'opposition à une autorité établie comme l'autorité coloniale qui a eu à soumettre beaucoup de continents. Houphouët-Boigny avait sa vision de l'avenir de son pays, de l'avenir de l'Afrique, de l'avenir de ce qu'on pourrait appeler le tiers-monde, et il n'était jamais asservi à la puissance coloniale. Monsieur le ministre, que souhaitez-vous que les jeunes, quelle est l'idée que vous souhaitez, l'idée de Houphouët-Boigny que vous souhaitez que les jeunes générations retiennent de cette autre personnalité de la Côte d'Ivoire? Qu'on retienne d'Houphouët-Boigny un homme rempli d'affection, d'amour, de dévouement au développement de son pays. Houphouët-Boigny
c'est une espèce de dévotion qui est faite à la Côte d'Ivoire naissante. Et euh, essayer de choisir la ligne de conduite la plus indiquée, la plus adéquate, qui permette à la Côte d'Ivoire de s'assumer et de répondre des actes qu'elle pose. Houphouët-Boigny, ce n'est pas l'opposition pour l'opposition à la colonisation, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut faire de son pays et avec quelle technique, avec quels moyens y arriver. Et je crois que Houphouët-Boigny n'a jamais confondu la nécessité de l'indépendance et la volonté de, 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 de crier sur les toits pour se faire voir simplement. Non, Houphouët-Boigny, ce n'était pas la vaine parole, c'était la parole fondée, la parole devant conduire au mûrissement, pour prendre l'image de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire, malgré les difficultés qu'elle traverse, assume toutes ses responsabilités pour se construire elle-même avec ses fils et ses filles. Monsieur le ministre, parlons du PDC-RDA que vous avez servi avec loyauté et dévouement. Est-ce qu'on peut dire, au vu de l'histoire et de la colonisation, que le PDC-RDA était un mouvement révolutionnaire? Si révolutionnaire veut dire agitation, soulèvement, de grands cris, le PDCI-RDA n'était pas de cette révolution-là. Le PDCI est pas pour une révolution qui transforme, qui amène des acquis positifs à un ensemble de citoyens et de citoyennes qui se décident de prendre en main leur propre devenir et qui sont prêts à traverser les difficultés qui se dressent sur la route de la construction nationale, mais à ne jamais baisser les bras et à aller vers la construction résolue de son pays. Et le PDCI-RDA, c'est ce qu'il voulait, ce n'était pas de crier haro sur la colonisation, c'était de voir avec quelle force, avec quel esprit, avec quel dévouement, avec quelle ouverture d'esprit on peut construire une nation naissante. Ce que vous venez de dire m'amène à une autre question qui rentre dans la ligne droite. Donc, quel PDCI hier et quel PDCI aujourd'hui, selon vous? Le PDCI d'hier a d'abord été un PDCI qui s'est battu pour donner l'indépendance à la Côte d'Ivoire, l'autonomie à la Côte d'Ivoire, rendre la Côte d'Ivoire elle-même responsable de son devenir. C'est la première bataille qu'Houphouët-Boigny a eu à guider avec beaucoup de ses frères et sœurs pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa dignité et passe de colonie à État indépendant. Cette bataille-là, le PDCI l'a menée et l'a gagnée avec Houphouët-Boigny en amenant la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Mais l'indépendance acquise, ce n'est pas une finalité, c'est trouver des moyens, une position, un engagement pour pouvoir se mettre à construire une nation à l'égal des nations de tous les autres pays du monde et pouvoir s'assumer. Et Houphouët-Boigny et ses collaborateurs et ses frères et sœurs se sont employés à redonner à la Côte d'Ivoire une dignité et à demander aux différentes générations qui arrivent de prendre en main la construction du pays. Et c'est le devoir qui nous incombe aujourd'hui, vous et nous, plus jeunes que nous, et nous un peu plus vieux que vous, mais le devoir nous impose de construire ce pays qu'Houphouët-Boigny nous a laissé, lui et ses collaborateurs, pour faire une Côte d'Ivoire digne, une Côte d'Ivoire rayonnante, une Côte d'Ivoire prenant en main son propre sort. Quelles grandes réformes ou actions entreprises par le président Houphouët-Boigny, selon vous, sont les plus marquantes? Puisque vous parlez de ce qu'il a commencé et que nous devons continuer, nous, la nouvelle génération. Tout ce qui
existe de positif en Côte d'Ivoire est marqué du sceau du feu Boigny. Tout ce qui existe depuis le temps colonial jusqu'à notre jeune indépendance et jusqu'à 65 ans. C'est ce que Houphouët-Boigny a dessiné, a conçu pour amener la Côte d'Ivoire unie. Il peut y avoir plusieurs partis, c'est pas ça la division. Mais c'est la volonté de vouloir construire ensemble un pays, avoir des idées complémentaires et arriver ensemble, la main dans la main, dans la diversité, mais dans la volonté d'être tous et toutes fils et filles d'un pays qui est en voie de mise en état et qui ne peut être ce qu'il doit être qu'en fonction de ce que nous concevons nous-mêmes et ce que nous voulons en faire. C'est un stade où il ne s'agit pas de dire est-ce qu'un tel a fait ceci, c'est un stade où on dit est-ce que j'ai pu faire ceci, quel a pu être mon apport, quel a pu être l'apport des uns et des autres pour que, mis ensemble, ça construise une nation. Merci, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le ministre, le PDC-RDA, parti unique, le PDC-RDA, parti de l'opposition, et aujourd'hui le PDC-RDA, parti en recomposition ou recomposé. Quelle analyse? Le PDCI-RDA, à sa naissance, s'est donné pour mission de rendre aux Ivoiriens leur liberté et que les Ivoiriens se prennent d'eux-mêmes en charge. On est arrivé à cet objectif de redonner à l'Ivoirien son ivoirité par l'acquisition de l'indépendance, par la prise en charge par chacun d'entre nous de ce que nous voulons que soit la Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA a, comme vous le savez, conduit la bataille grandiose de construction au lendemain des indépendances. Et je crois que ce qu'est la Côte d'Ivoire, c'est ce que le PDCI a eu à faire, à arracher à la colonisation et a mis en œuvre. Le PDCI-RDA, aujourd'hui, n'est pas parti au pouvoir, mais c'est un parti qui se trouve à l'action et qui n'abandonne pas l'avenir de la Côte d'Ivoire à tel seul parti parce que c'est ce parti qui serait au pouvoir. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles, que qu'on soit membre d'un parti au pouvoir ou d'un parti dans l'opposition. Et dans l'opposition, la Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA se veut être dans une opposition constructive, une opposition qui bâtit la Côte d'Ivoire, une opposition qui a un apport au parti au pouvoir pour amener la Côte d'Ivoire à ne pas s'arrêter et à continuer sa progression. Pour que demain, quand le PDCI-RDA reviendra au pouvoir, il n'est pas à tout recommencer à zéro. Parce que les partis que nous formons au niveau de notre pays, chaque parti a un aspect positif qu'il essaie de bâtir. Et quand ce parti est au pouvoir, dans l'aspect positif, dans l'intérêt du pays, toutes les filles et tous les fils doivent se donner la main pour procéder à la mise en œuvre des politiques positives. Et je pense que quelqu'un qui se trouve dans une structure au pouvoir et quelqu'un qui est dans une structure dans l'opposition doivent avoir une action complémentaire et que la voix de celui qui est dans l'opposition doit être une voix qui éveille la conscience de celui qui est à l'action pour qu'il n'oublie pas ce que l'ensemble des populations qu'il veut représenter souhaite et est prêt à faire pour la construction de la nation. Donc, le PDCI-RDA est un parti de construction qui procède à la mise en œuvre d'une Côte d'Ivoire de plus en plus prospère, quel que soit le parti qui est au pouvoir. Monsieur le ministre, aujourd'hui, est-ce qu'il est juste de dire, avec tout ce qui anime la classe politique aujourd'hui, est-ce qu'il est juste de dire que le PDCI est en perte d'influence? Voyez-vous, moi je suis du PDCI. Souvent,
il n'est pas indiqué de dire voilà ma puissance. Ce que je sais, le PDCI, au pouvoir ou dans l'opposition, a une attitude constructive. Si on est dans une opposition au PDCI-RDA, c'est une opposition constructive. C'est une opposition qui éveille la conscience de celui qui est au pouvoir pour qu'il fasse ce qui est utile et nécessaire à notre pays. Le PDCI-RDA ne s'oppose pas pour le plaisir de s'opposer. Le PDCI-RDA ne s'oppose pas pour détruire. Le PDCI-RDA s'oppose pour proposer, pour collaborer, pour aider à réaliser la construction de la Côte d'Ivoire, au pouvoir ou dans l'opposition. Tant qu'un militant du PDCI-RDA est vivant, il a toujours entre les mains une truelle, une règle, une gomme, un instrument de construction pour apporter sa contribution. Comme nous sommes en ce moment dans une quête et une découverte du président Houphouët-Boigny, je voudrais savoir, avant l'avènement du multipartisme, comment était l'exercice du pouvoir sous le président Houphouët? Vous nous avez parlé longuement de ce qu'est le PDCI-RDA aujourd'hui dans l'opposition, c'est-à-dire une opposition responsable, une opposition constructive, mais je nous ramène un peu vers le passé pour découvrir le président Houphouët-Boigny avant l'avènement du multipartisme. J'imagine qu'il y avait sûrement des opposants peut-être qui n'avaient pas de parti politique, mais comment cela se faisait-il? Vous êtes encore vous êtes jeune, c'est vrai, mais vous avez entendu parler des conseils nationaux, dans du parti unique, où périodiquement, le président Houphouët-Boigny convoquait tous les Ivoiriens, les responsables des structures, euh, pour échanger sur la vie du pays. Houphouët-Boigny n'excluait pas une classe donnée d'Ivoiriens parce qu'ils ne seraient pas des militants affichés PDCI. Mais le PDCI s'arrangeait pour que le débat contradictoire à l'intérieur du parti puisse se dérouler, qu'on soit militant convaincu du PDCI-RDA ou qu'on soit de l'opposition, une opposition affirmée ou non affirmée, mais Houphouët-Boigny avait ouvert le débat à tout le monde lors des conseils nationaux pour que les Ivoiriens qui ont quelque chose à dire puissent le dire et que l'échange puisse être généralisé. Donc, je pense que il n'y a pas eu d'exclusion, il y a eu inclusion, il y a eu ouverture à tous, la parole a été donnée. Maintenant, il appartient à chacun d'avoir le courage nécessaire de dire ce qu'il pense. Mais ceux-mêmes, on a eu des conseils nationaux où des gens ont eu à tenir des propos durs, mais ils n'ont jamais été inquiétés. Jamais été inquiétés, ils n'ont jamais été emprisonnés pour cela. Donc, je pense que le débat était ouvert et ceux qui aimaient la Côte d'Ivoire participaient à ce débat. Donc, il convient d'affirmer que le PDCI-RDA a toujours été un parti démocratique. Toujours démocratique. C'est pourquoi il y a dans sa définition, il y a démocratique dedans. Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le parti a toujours été démocratique. Et je crois que son appellation, il le mérite bien. Alors, au PDCI-RDA, on a toujours mis en avant, dans le règlement des litiges, des conflits et des incompréhensions, le dialogue. Aujourd'hui, quel est le poids de cette vertu dans le fonctionnement de votre parti? À l'intérieur du parti, le dialogue se poursuit. Seulement, ce n'est plus le PDCI-RDA qui a l'initiative du dialogue national. Le dialogue national doit pouvoir être initié par celui qui a en charge la gestion du pays. Et je crois que le PDCI-RDA reste ouvert pour apporter sa contribution. Si ce dialogue national était ouvert et que nous y étions conviés à donner notre point de vue sur les problèmes de l'heure, le PDCI-RDA ne se déroberait pas à ce devoir-là et apporterait sa contribution. Nous allons bifurquer à présent un peu à 360 degrés pour vous demander quel héritage pour quels héritiers.
Les principes qui dirigent le PDCI-RDA sont connus. Le dialogue, la recherche obstinée de la paix, le don de soi à la nation ivoirienne. Et le PDCI-RDA souhaiterait, si même les familles politiques se multiplient, qu'on oublie que chaque parti qui se crée n'a qu'un objectif, construire la nation, bâtir le pays. Et si on est plusieurs structures à vouloir bâtir le pays, selon l'image un peu de la construction d'une maison, il y a plusieurs corps de métier qui entrent en ligne de jeu pour voir une belle villa, pour voir un bel immeuble. Il faut que plusieurs corps de métier se mettent à l'ouvrage pour construire aussi une nation. Personne ne peut dire « c'est moi seul qui ai les idées nécessaires et utiles pour construire le pays ». C'est-à-dire « je peux apporter ma contribution à l'effort du frère et de la sœur pour qu'ensemble nous bâtissions une nation, nous bâtissions un pays ». Je crois que personne ne devrait être exclu de l'effort de construction d'une nation. C'est un effort de construction. Et chacun a son génie et chacun peut apporter quelque chose. En tout cas, en ce qui concerne le PDCI-RDA, ce n'est pas dans la bagarre, dans la destruction de tel ou de tel, parce qu'on n'a pas les mêmes conceptions de voir l'avenir, qu'on construirait la nation. C'est dans la complémentarité de nos idées qu'on peut, ensemble, bâtir une nation et personne ne peut être exclu de la construction de son pays. J'ai une toute petite question à présent. Vous qui étiez si proche de la famille Houphouët-Boigny, vous avez certainement vu grandir le président actuel du PDCI-RDA, qui est le ministre Cheikh Tidiane Thiam. Est-ce que vous avez quelques anecdotes pour nous? Je veux dire par là, relatif au président Houphouët-Boigny et au ministre Cheikh Tidiane Thiam. Quand il était petit, je suis sûre que beaucoup de militants aimeraient savoir. Je n'ai pas d'anecdote, mais d'être présenté aux Ivoiriens. Ce que je sais, c'est que le père Thiam, je l'ai connu, je l'ai bien connu. D'abord, quand j'étais étudiant, je l'ai connu. Ensuite, quand je suis devenu ministre, je l'ai connu. Je crois que c'est la seule chose que j'ai gardée. Et je savais qu'il était au fils de Houphouët-Boigny, qu'il était marié à sa nièce et qu'il était humainement de la famille du président Félix Houphouët-Boigny. Et comme Houphouët-Boigny a toujours pris soin des intérêts qui concernaient ses différents collaborateurs, nous essayons, nous aussi modestement qu'on le pouvait, de prier aussi pour les intérêts des parents d'Houphouët-Boigny, de la famille même d'Houphouët-Boigny, pour qu'il ait l'esprit dégagé pour s'occuper de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, comment vous percevez l'élection du président Thiam à la tête du PDCI-RDA? Quel est votre commentaire? Nous avons tous contribué à l'avènement du règne, entre guillemets, c'est une manière de parler, de Tidiane Thiam. Nous l'avons tous accueilli avec beaucoup de joie. C'est comme si c'est un ascenseur qu'on retournait vers Houphouët-Boigny. Moi, à travers Thiam, je me suis toujours fait l'idée de ce que nous devrions continuer de faire avec le président Houphouët-Boigny et sa famille. Et que si nous avions l'occasion, la chance qu'un membre de la famille émerge, il n'y a pas de raison de ne pas le soutenir, de ne pas l'épauler en souvenir d'Houphouët-Boigny.
en espérant que ses descendants humains du Houphouët-Boigny fera sur le plan ivoirien, sur le plan national, des actions qui vont aussi permettre de se souvenir du père fondateur. Monsieur le ministre, il y a une militante qui s'appelle Marie-Louise Nyamba. Elle vit à Washington, D.C. Elle aimerait savoir de façon claire pour les jeunes générations comment le président Houphouët-Boigny a façonné l'identité de la Côte d'Ivoire. Résumer aussi simplement l'immense action entreprise par une personne comme Houphouët-Boigny, c'est même difficile. Du temps colonial à l'indépendance et de ce qui a suivi les indépendances, comment Houphouët-Boigny a construit la construction de la Côte d'Ivoire. Il a d'abord voulu que les Ivoiriens soient au même diapason, que les problèmes qui se posent à la Côte d'Ivoire, que nous ayons l'occasion d'échanger pour trouver une solution consensuelle qui permette aux Ivoiriens de construire ensemble la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais conçu l'avenir de la Côte d'Ivoire en excluant une partie de la population ivoirienne. Il a toujours procédé au dialogue, au rassemblement de toutes les forces vives de la nation pour que, ensemble, nous puissions construire notre pays. Il n'est jamais acquis définitivement, mais je pense qu'il nous a permis d'éviter des affrontements sanglants, même si, hélas, ce sont les hommes. Cela nous est déjà arrivé par le passé, mais ça n'a jamais été des souhaits de Houphouët-Boigny de voir la Côte d'Ivoire ensanglantée, mais de voir plutôt une Côte d'Ivoire qui échange, qui dialogue, qui harmonise sa position, qui se donne la main, qui partage des projets communs, qui a des projets complémentaires. Une Côte d'Ivoire qui soit véritablement une, forte, unie. C'est quelque chose de Houphouët-Boigny. Et nous avons Alexandrine, que nous avions mentionnée au début de cette émission, qui a une question également. Comment avez-vous œuvré pour préserver l'unité et les valeurs du PDCI-RDA à des moments critiques? C'est l'ouverture les uns vers les autres. C'est les éléments de base qui permettent de préparer les différentes rencontres de dialogue que nous avons eues au sein du PDCI-RDA. C'est cela qui a sauvegardé l'unité au sein du parti. Des personnes peuvent être en train de mijoter des plans trop salés, mais quand nous allons au dialogue et que Houphouët-Boigny permet aux uns et aux autres, en présence de Yassé Philippe, de Mamadou Koulibaly, etc., à tout le monde de prendre la parole, quand on sort de ce dialogue-là, on est rasserené, on est prêt à travailler en groupe, en équipe. On est prêt à comprendre que ce que l'autre conçoit, si même ce n'est pas ce que je conçois, cela ne lui mérite pas la condamnation ou la mort. C'est un point de vue qu'il faut prendre en compte. Ce sont des Ivoiriens avec lesquels il faut compter, parce que tous, nous avons une seule nation à construire, c'est la Côte d'Ivoire. Quelles que soient nos conceptions, quelles que soient nos philosophies politiques, tout cela doit bénéficier à une seule chose, la Côte d'Ivoire. Et si ça doit être ça, la finalité de nos façons d'être,
alors nous avons intérêt à privilégier le dialogue, la tolérance, la paix, la fraternité. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, nous sommes amenés à vous poser la question de savoir quelles sont les grandes réformes entreprises par le président Félix Houphouët-Boigny, les plus marquantes de son parcours à la tête du PDCIRDR. Les grandes réformes de son action. Vouloir faire le fossé entre ce que Houphouët-Boigny aurait amené comme grande réforme et ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire, c'est une gymnastique difficile à faire. Ce qu'on sait, la Côte d'Ivoire était une colonie comme les autres colonies. Cette Côte d'Ivoire a été libérée par Houphouët-Boigny et ses frères et sœurs de sa génération. Il a permis à la Côte d'Ivoire d'acquérir une indépendance réelle, et faire en sorte qu'il fasse lui-même les options les plus importantes. Il y a l'éducation, au plan économique, l'agriculture, avec surtout le café et le cacao. Et vous savez que nous avons été à un rang mondial parmi les producteurs du cacao. C'est ce que Houphouët-Boigny a voulu. C'est sur le plan du vivrier. Il n'a pas non plus baissé les bras. Non. Ce qu'est devenu la Côte d'Ivoire sortie de la colonisation pour devenir une nation indépendante. Et la vie que cette indépendance devrait lui donner, Houphouët-Boigny a permis que chaque Ivoirien ait droit à cela. Par le travail, par l'engagement sur tout ce qui doit être fait, mais les Ivoiriens s'est retrouvé au plan africain, au plan du tiers-monde, une place enviable et enviée. Monsieur le ministre, il y a un concept qui est apparu sur la scène politique, l'oufouettisme. L'oufouettisme. Qu'est-ce que cela renferme, de votre avis? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce concept? L'oufouettisme renferme tout ce que Houphouët-Boigny a demandé qu'on fasse au titre de la Côte d'Ivoire. L'oufouettisme renferme tous les gros principes du PDCI-RDA: dialogue, paix, sur le plan économique, l'émancipation agricole, la préservation des ressources premières, etc. Non, c'est toute la philosophie qui a habité les premiers responsables de la Côte d'Ivoire indépendante et tous ceux qui se sont joints à eux, génération après génération, pour continuer ce travail-là. C'est cela. L'oufouettisme, c'est un tout. C'est et philosophique, et agricole, et humain, c'est sur tous les plans. Monsieur le ministre, je voulais que vous puissiez faire un rappel historique. Vous savez, le PDCI-RDA est né du syndicat agricole africain. Pour les jeunes générations qui n'ont pas certainement eu la chance de vivre ces moments, nous autres, de vivre ces moments, est-ce que vous pouvez nous faire un bref rappel historique? Comment est-ce que le PDCI s'est nommé, ou bien comment est-ce que le PDCI est sorti du syndicat agricole africain? Comment ça s'est passé, cette mutation? Je vais essayer de rappeler peut-être quelques faits comme ça, parce que sache que malgré ma tête blanche, moi aussi j'étais petit en ce temps-là. Quand en 1943, le syndicat agricole naissait. Pour nous qui sommes nés dans nos villages
sans date précise là, c'est vers cette période-là, en ce qui me concerne, qu'on dit que je suis né. La période des années 43, 44, 45, où le PDCI lui-même naissait à partir du syndicat agricole africain. Le syndicat agricole africain était un syndicat qui avait été mis en place par les planteurs de café, de cacao, qui en ce temps-là comportaient toutes les ethnies de la sous-région. Car c'est à Bamako que le syndicat agricole africain a été mis sur pied, que ce syndicat agricole africain s'est transformé au plan politique, en parti politique, en parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui était une section du Rassemblement démocratique africain. Le Rassemblement démocratique africain qui avait ses sessions dans chaque colonie avant que les indépendances n'aient pu arriver. C'était donc le Rassemblement démocratique africain. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui, entre les années 50, est devenu PLCI et depuis occupe le terrain et essaie d'aider la Côte d'Ivoire à aller de l'avant depuis la colonisation jusqu'à l'indépendance et jusqu'à l'effort de construire une économie à l'heure où nous parlons. Et vous avez été aussi un membre influent, une figure emblématique du mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, le MEEC. Alors, pour les jeunes qui n'ont jamais entendu parler de cette structure du PDCRDA qui a connu une mutation, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Quel était ce mouvement? Quel était son rôle dans le fonctionnement du PDCRDA? Et qu'est-ce qu'il représentait dans l'organisation de votre parti? Pour simplement rappeler que vu que les élèves et étudiants ivoiriens ont entrepris de s'organiser, il y a eu toujours deux tendances. Un groupe d'étudiants et d'élèves qui pensent qu'ils doivent s'ériger contre l'autorité ivoirienne dans un mouvement d'étudiants qui est opposé à l'action gouvernementale, qui ne collabore pas avec le gouvernement. Et il y a une autre branche, un autre groupe d'étudiants qui pensent que nous sommes un pays qui vient à peine d'être indépendant ou même qui était encore colonie ou qui venait d'être indépendant quand on a créé le MESI, qu'il fallait aider l'autorité politique, administrative de notre pays à construire le pays, à apporter notre contribution en tant que telle. Qu'on n'avait pas à s'opposer pour le plaisir de s'opposer, mais nous devrions proposer notre collaboration, notre aide, en essayant de maintenir la paix dans les universités, dans les lycées, ce qui maintient la paix dans le pays, pour que nous puissions aider ceux qui sont à l'ouvrage de conduire l'indépendance, la nouvelle indépendance de notre pays vers des acquisitions plus solides et plus profondes. Il y a donc ces mouvements qui étaient, comme on disait en ce temps-là, pro-gouvernementaux, donc qui collaboraient avec le gouvernement, et les mouvements qui étaient opposés. Je ne veux pas les critiquer, mais bon, il y avait des mouvements qui étaient opposés au gouvernement et qui n'entendaient pas une collaboration. Bon, enfin, voilà. J'ai aimé, est-ce qu'il y avait des périodes chaudes
puisque vous parlez d'opposition, certainement qu'il y avait des points d'achoppement parfois. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples pour illustrer ce que vous dites? Les grèves, ça se traduisait toujours par des grèves au niveau des élèves et étudiants. Il y avait des, des leaders de certains groupes d'étudiants dont l'action tendait simplement à organiser effectivement des grèves, euh, empêcher la reprise des cours, euh, insulter les autorités, mener des mouvements d'agitation. C'est des périodes que nous avons connues. Entre nous étudiants, on a eu à s'affronter entre ceux qui sont pour les mouvements de grève et ceux qui pensent qu'il faut discuter, dialoguer avec les autorités administratives pour trouver les solutions aux problèmes qui se posent à l'université, dans l'enseignement supérieur ou dans le secondaire ou dans le primaire. On avait ces deux groupes-là. Mais bon, ce n'était pas facile. Il y a eu des affrontements, il y a eu euh, des jours de grève. Bon, ben, Dieu merci, on a fini par trouver une solution médiane qui a permis, avec la création du MESI, quand nous on avait créé le MESI, bon, ceux de l'opposition avaient créé du CECI. Bon, donc, bon, on a essayé de dialoguer, de se comprendre, jusqu'à ce que, à un moment donné, la paix est revenue et le principe de dialoguer avec l'autorité administrative et politique a pu s'imposer. Je pense que nous arrivons au terme de cette émission. Avant de terminer, je voudrais poser une question à monsieur le ministre. C'est après un tel parcours, un parcours professionnel bien rempli, un parcours politique vraiment mémorable, qu'est-ce quels sont les conseils que vous avez à donner à la jeune génération? Qu'il s'intéresse à l'action constructive du pays. Jeunes, nous pensons toujours que ce que nous voulons devrait être ce qui est. Mais que ceux qui gèrent la réalité du pouvoir, il y a ce qu'on voudrait faire et il y a ce qu'on peut faire. Et je crois que pour nos pays qui ont des difficultés, ce qu'on peut conseiller à notre jeunesse scolaire et universitaire, c'est le dialogue avec les autorités administratives. Les directions qui sont mises en place sont faites pour les encadrer, pour les aider, pour essayer de gérer au mieux le peu qu'il y a de disponible au niveau de l'État. Si il veut s'établir une certaine collaboration, un certain dialogue entre ces jeunes et ceux qui sont chargés de les encadrer, alors le résultat auquel on aboutirait serait nettement meilleur et le pays en tirerait profit. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que de la même manière qu'aucun enfant normal ne peut se mettre à battre ses parents parce qu'ils ne sont pas riches, de la même manière, la jeunesse d'un pays ne peut pas être en train d'insulter à longueur de journée l'autorité administrative et politique de son pays, chargée de trouver les moyens nécessaires pour sa formation, de penser que celui-là est assis sur des richesses incommensurables et qu'il ne sait pas de résoudre ses problèmes. Il faut que nous comprenions la peine que peut traverser plus âgé que nous pour trouver les moyens pour nous encadrer et que nous puissions faire nos études dans de meilleures conditions. Pour ceux qui ne sont pas à l'école, comme on dit, mais c'est la prise en charge dans le milieu rural
il y a des programmes d'investissement, il y a des plantations à créer, il y a un encadrement qu'on peut espérer avoir. Il y a eu dans le temps, la Côte d'Ivoire l'avait si bien fait, il y avait des pépinières pour donner des plants de qualité aux paysans. Il faut aussi que ces paysans se rendent disponibles pour être encadrés et créer les plantations nécessaires, créer la richesse du pays. Voilà un peu ce que je peux leur conseiller, c'est de se mettre au travail. C'est de penser qu'aucune génération d'aînés ne peut avoir pour ambition que d'écraser les plus jeunes. Tous les aînés ont l'ambition d'agir ensemble avec les jeunes qui viennent après eux pour que quand ils ne seront pas là demain, les jeunes puissent prendre les relais et qu'ils puissent faire la même chose pour ceux qui viennent aussi après eux. Je crois que euh, c'est une construction de longue haleine, la construction d'une nation. C'est une construction où la solidarité générationnelle est nécessaire, car personne ne finira de construire la nation tout seul au niveau de sa génération. Si on fait un, faisons en sorte que ces un soit durable pour que celui qui vient puisse faire deux, ainsi de suite, et que de génération en génération, l'effort cumulé des générations puisse permettre la construction d'une nation, en tout cas de la construction de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, j'ai une autre question. Vous qui avez géré le PDCRD en tant que secrétaire général, aujourd'hui, euh, n'êtes plus vraiment fait de l'action. Quelle est votre empreinte? Est-ce que vous souhaitez qu'on retienne de votre passage à la tête du PDCRDA en tant que secrétaire général, en tant que doyen du PDCRDA, au niveau de votre action politique? C'est souvent difficile d'être dans la danse et de se juger. C'est difficile. Effectivement, depuis 1974, à être à la gestion du PDCI-RDA ou à la gestion de la jeunesse du PDCI, ce que je peux souhaiter, ce que je peux conseiller, c'est que les jeunes aient la patience de s'approcher de leurs aînés pour jouer le rôle de jeunes. Il y a eu des moments, en ce qui nous concerne, c'était les Camille Aliadi, c'était les Jean Konabani, c'était les Serigne Oneba, etc., qui nous conduisaient, les Yassé Philippe, etc. Il faut se rapprocher des années pour qu'ils puissent nous indiquer le chemin, pour qu'ils puissent nous former, pour qu'ils puissent jouer leur part de construction nationale. Ce que je peux demander à ces jeunes, c'est que avec le développement des moyens de communication, ils savent beaucoup de choses, c'est vrai. Mais il y a une sagesse qui est au-delà des médias que nos aînés connaissent et qu'il ne faut pas qu'ils se, ne se cramponnent à ce que l'extérieur, ce que les médias, ce que tous ces moyens de communication permettent aujourd'hui d'accumuler comme connaissance. Il faut pouvoir rapprocher ces acquisitions médiatiques de ce qui sort de la bouche de nos aînés. C'est toujours quelque chose. C'est toujours un produit qu'on ne trouve pas dans les rues. Il faut trouver un doyen. Il faut trouver ça dans sa bouche. Il faut trouver ça dans son attitude. Il faut trouver ça dans sa façon de parler pour pouvoir savoir
qu'est-ce qu'il faut retenir de lui pour continuer ce qu'il a commencé à faire. C'est pas facile, je sais. Oh, ce vieux-là, qu'est-ce qu'il peut nous apprendre? C'est vrai, ça s'est dit. Euh, il faut savoir que ce qui est à l'intérieur d'un vieux, ça peut être quelquefois difficilement épuisable. Il faut le temps, il faut la patience, il faut le mettre en confiance pour qu'il s'ouvre et qu'il se donne. Et être vieux, c'est une grâce particulière de Dieu parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'atteindre cet âge. Être vieux est une mission difficile qui est laissée à celui qui vieillit pour que de transmettre le témoin et qu'il ne reste pas inutilement en ce monde, mais que le temps qu'il dure soit un temps qui lui est accordé pour remettre à plus jeune que lui ce qu'il a reçu de plus vieux que lui-même. Merci infiniment, monsieur le Ça maître. serait profond. C'était dans ce cadre-là que nous sommes venus Justement. pour justement avoir ces paroles de sagesse d'un vieux qui est aussi jeune. Vous nous avez fait voyager du temps de Fouette-Boigny. Donc vous êtes encore jeune parce que vous avez pu nous prendre la main pour nous conduire. Vous nous avez laissé des mots de sagesse et surtout votre empreinte PDCI et nous vous remercions.